Allez, je crois que le, le dramatisme de ce départ, pour savoir si la communication se fera ou pas, convient parfaitement à ce que j'ai à vous dire. On croirait presque que ça a été fait volontairement. Comme vous l'avez sans doute éprouvé, ça a dû vous arriver à tel ou tel tournant de votre travail. Il est des sujets qui ne sont pas sans vous faire des effets que vous ne soupçonniez pas, voire qui vous inhibent. C'est plutôt bon signe, évidemment. Mais ce n'est pas forcément le plus agréable, je dirais, pour aborder ce qui nous intéresse. Comme je le faisais remarquer la dernière fois, Lacan souligne volontiers, quand il parle de l'inconscient, que ce n'est pas n'importe lequel qu'il s'entretient avec nous, mais que c'est de l'inconscient freudien. Ce qui évidemment introduit le fait qu'il doit en exister un autre, sinon d'autres, et que le plus vraisemblable pour nous et le plus prudent est sûrement de retenir que s'il existe un inconscient freudien et que Lacan spécifie de la sorte, c'est qu'il doit donc en exister un autre et dont il n'y a pas un grand effort à faire pour dire qu'il est lacanien, un inconscient lacanien. Il ne l'a jamais dit comme ça, hein. Mais le dire comme ça suppose évidemment que serait résolu le transfert que nous avons tous sur l'inconscient freudien. Nous aimons bien l'inconscient freudien, ne serait-ce évidemment que par un effet mécanique lié à l'ensemble des textes qui l'illustrent, qui s'en supportent et qui nous sont, voilà, j'ai maintenant Patrick à côté de moi sur l'écran, c'est très agréable. Bon. Eh bien, l'opération qui consiste à passer de l'inconscient freudien à ce que c'est l'inconscient lacanien a un nom. Ça s'appelle la liquidation du transfert. Parce que ça s'enseigne. En tout cas, il est, je dirais, vif, voire peut-être d'une vivacité pénible, de constater que l'inconscient lacanien a la cruauté de nous déprendre de tout transfert. Et je supposais d'emblée, ne serait-ce que parce que c'est facile, et que ça nous distrait un tout petit peu, eh bien, ce serait de remarquer que la difficulté qu'a eu Lacan de se faire entendre, c'est précisément
de vouloir nous défendre du transfert, alors qu'il est bien évident que, freudien ou pas, nous avons tous été formés dans une culture qui trouvait son assise dans la religion, y compris lorsque l'on était laïque, c'est-à-dire une façon de s'y tenir en la refusant, et que cette résolution, eh bien, elle ne s'approche pas sans difficulté, voire sans inhibition, voire sans effet proprement dépressif. Ce que j'ai donc à raconter, je tâcherai de vous en donner des éléments pour que vous alliez y voir vous-même. Parce que, à vrai dire, je ne suis pas certain que ça puisse s'enseigner et je ne vois pas pourquoi je réussirais mieux que n'a pu le faire Lacan lui-même. Mais ce que je peux faire, c'est en tout cas proposer à votre réflexion et à vos critiques un certain nombre d'éléments qui me paraissent simples et qui peuvent donc éventuellement ouvrir la porte à ce qui serait non pas notre attachement à la répétition des concepts, mais je dirais peut-être donnerait l'ouverture pour déplacer ou faire bouger ou considérer peut-être un peu différemment notre discipline. Vous vous rendez compte de mon ambition et de ma difficulté. Il y a un fait indubitable et qui mériterait de nous interpeller davantage, à mon sens. Pourquoi Lacan a-t-il ouvert son volume des écrits, par une introduction qui est celle d'une leçon de son séminaire et qu'il a appelé séminaire sur la lettre volée. Ce qui est drôle, c'est que si vous considérez ce texte avec un peu de recul, il pourrait très bien vous paraître en dehors, je dirais, de ce qui est manifestement sa rigueur logique, car il a été extrêmement disputé, contrarié. Je me souviens en particulier de la façon dont mon ami Laplanche questionnait, harcelait, emmerdait Lacan sur ce texte qui lui semblait ne pas convenir. Et de quelle façon un auteur peut-il introduire un volume sur des écrits en vous disant « je sais comme vous ce que vous attendez d'un texte, la façon dont vous en êtes amoureux, dont vous êtes des abonnés à ce texte, vous en tapissez vos murs, vous baignez dedans, vous les emportez avec vous, vous n'arrivez pas à vous en séparer. » Eh bien, ce texte qu'ont incessamment vous cherchez
la vérité et le sens, eh bien, ce sens et cette vérité, ce sens, il n'en a aucun. Et sa vérité, c'est précisément celle-là. C'est que si vous lui prêtez quelque adresse qui vous serait personnellement faite, ne serait-ce que par les émotions que vous éprouvez à la lecture de ce texte, sachez que c'est pure projection de votre part. Il n'a rien à vous dire. Et de vous-même qui êtes là en train de tenter de le faire valoir, qui, disons-le, qui en est amoureux, qui en éprouvez les émotions, y compris sensuelles, bien sûr, les plus grandes, eh bien, sachez que vous lui indifférez radicalement. Qu'est-ce que nous dit en effet cette introduction à la lettre volée, et je dirais, dont une paraphrase primaire, élémentaire, consiste à souligner que de la simple physiologie de la parole, de son organisation en phonèmes, imparable, inévitable, à moins que vous chantiez comme les oiseaux, qui vous arrive de faire, mais rarement, eh bien, il se produit mécaniquement, à tel ou tel moment, une césure liée à la chute, au fait qu'il est rendu impossible, plus exactement, qu'à tel endroit soit admis tel phonème figurant dans la batterie utilisable, dans la batterie thermique. Et que finalement, votre relation amoureuse au texte consiste, sans vous lasser jusqu'à la fin de vos jours, dans la quête de ce qui serait justement, avec cette mutation du phonème en lettres, eh bien, de celle qu'il faudrait pour que, enfin, vous soyez admis dans la familiarité, dans la proximité de ce qui serait la parole de l'autre, et que vous soyez arrivé ainsi au terme. C'est banal, hein, ce que je dis finalement. Ça a déjà été évidemment rencontré par ceux dont la lettre est le métier. Je ne vais pas me mettre à citer tel ou tel avec son ambition de rédiger le livre, celui au-delà duquel il n'y aurait plus rien à écrire. Tout aurait été enfin bouclé. Alors ça, avouons-le, ce serait quand même un livre, je dirais, sûrement le livre ultime, le livre vraiment achevé. Donc, je suis jusque-là dans, après tout, un certain nombre de lieux communs. Sauf évidemment, si l'on considère que notre relation au texte n'est pas définitivement celle du lecteur, mais de celui qui est parlé par ce texte.
que c'est à partir de là que nous nous trouvons dans ce qui s'appelle le bonheur de la vie, c'est-à-dire d'articuler un texte qui par lui-même n'a pas d'émetteur et n'a pas de sens. Bien évidemment, nous allons faire quelques efforts, sans doute également ce soir, pourquoi pas, afin de nous sortir d'un tel désagrément. Immédiatement, je dirais, et parce que l'association m'en vient, je crois qu'il n'y a eu que, plutôt que Mérimée, je dirais que Artaud pour s'être plongé là-dedans, non sans effet, je dirais, concernant sa survie psychique. Donc, souhaitons que l'expérience analytique, votre niveau de batterie est faible, dit l'écran. Supposons que l'expérience analytique nous permet d'actualiser d'autres folies que celle qui illustra ce type magnifique que fut Artaud, dont il semble, je ne sais plus qui en parle récemment, qu'il a rencontré Lacan, que Lacan est venu le voir dans l'asile où il était, là, et que ça s'est très mal passé entre eux. Je veux dire que Artaud l'a expédié vite fait, estimant sans doute qu'il avait affaire à un imposteur, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de feeling. Vous remarquez, tirez-en tout de suite quelques conclusions. Mais vous voyez bien que le manque dont il est ici question n'a rien à voir avec celui de quelque objet qui serait maternel. C'est éteint. Mon écran est éteint. Ouais, justement, je suis en train de remettre l'autre. Je ne vois plus rien. Je vous entends. Là, c'est bon. Je ne vois pas Patrick Guillemard. C'est bon, il faudrait le faire comme ça. Voilà. Soi-même, ce que je vois. Pardon. Là, c'est bon. Tu as une main là. Je vois Patrick, mais il n'a pas l'air de m'entendre. Si on vous entend bien. Monsieur Guillemard, faut activer votre micro. Vous m'entendez, Patrick? Moi, je vous entends. Voilà, je viens d'allumer le micro. Monsieur Guillemard, il faudra allumer l'autre micro comme tout à l'heure, parce que là, ça fait des résonances du coup. D'accord. Voilà. Voilà. Très bien. Monsieur Maman, on vous entend. Bon, ça va, Patrick, vous m'entendez? Très bien, très très bien, Charles. Bon. Le sigle de la vie à la place de Patrick. Ça va. Bon, allez, autre
je continue. Bien. Ce qui est merveilleux, c'est Thierry que j'ai le plaisir de voir. Thierry rendu perplexe par toute cette mécanique. Vous m'entendez, Thierry? Oui, je vous entends. On vous entend, on vous voit de nouveau. Alors, il se trouve que l'inconscient freudien, oui, où est-ce que j'en étais également? Ah ben oui. Bon, il se trouve que l'inconscient freudien, nous avons une chance exceptionnelle, et que en 1899, il a rédigé un texte qui passe d'autant plus discrètement que traduit en français, il ne signifie pas grand-chose. Et qu'il faut en faire la lecture en langue originale pour prendre la mesure que ce qu'il expose, c'est tout simplement son fantasme. Il l'appelle comme ça d'ailleurs. Le titre de l'article qu'il a ainsi publié, que je ne saurais trop vous recommander, mais à la condition, bien sûr, que si vous êtes germanophile, vous puissiez vous-même se rapprocher du texte allemand ou sinon travailler avec un collègue qui l'est, car Freud, avec sa générosité coutumière, sous le nom de souvenir écran, Deck-Erinnerung, qu'on pourrait traduire plus facilement souvenir de couverture, la façon dont un souvenir est la couverture qu'il s'agissait de cacher. Mais à l'intérieur du texte, on trouve très explicitement celui de Fantasie, ce qui est en français se traduit par fantasme, pour expliquer ce dont il est question. Lorsque Lacan a fait son séminaire sur le fantasme, il a comme d'habitude rencontré de la part de son auditoire, je dirais, les colibets et les remarques supposées subversives, je dirais ordinaires. Évidemment, ça ne peut pas dire que ça le rendait joyeux, mais il ne pouvait pas en être surpris et il ne l'était pas. Et comme à cette époque, je le rencontrais en privé dans son cabinet, je lui ai parlé aussitôt de ce texte de Freud et il m'a demandé, donc ça figure d'ailleurs dans le volume consacré à ce séminaire, il m'a demandé d'en parler à son séminaire. Et j'ai donc eu l'occasion à ce moment-là de le traduire en français, parce qu'à l'époque, il n'existait pas en français. Et il y a de cela combien, j'ose pas dire le nombre de décennies séparent de cette histoire, mais qui maintient jeune, puisque elle est toujours là, et je me toujours le souvenir de l'effet que me fit ce texte. Et je serais évidemment très intéressé pour savoir si cet effet concerne uniquement mes travers personnels, ou bien si d'autres y sont sensibles. Je vais vous donner quelques
c'est un travail difficile à faire puisqu'il faudrait un tableau et écrire successivement les termes allemands et les termes français côte à côte. Je vais néanmoins essayer de vous rendre sensible à ce souvenir écran avec l'idée que vous irez donc vous-même, si vous n'avez pas peur, que vous irez vous-même vous confronter à lui et pouvoir nous raconter ensuite ce qui s'en passe pour vous. Voilà ce que dit donc cet homme de 38 ans qui vient en analyse chez Freud et qui est un type très bien, très sympathique, très cultivé. Il s'agit évidemment de Freud lui-même et qui dit la chose suivante. Je vous lis là quelques passages. Je vous lis quelques passages de ce texte. Je dispose d'un assez grand nombre de souvenirs de ma première enfance que je peux dater avec une grande certitude. À l'âge de 3 ans révolus, j'ai notamment quitté la petite localité où j'étais né. La petite localité où j'étais né, en allemand, c'est tout simplement en français, c'est mon lieu de naissance, Geburtsort. J'ai quitté mon Geburtsort, j'ai quitté mon lieu de naissance pour aller demeurer dans une grande ville. Or, mes souvenirs ont tous pour cadre le lieu, Ort. En français, ils ont mis localité, alors que c'est un problème aussi bien topique que topologique. Mes souvenirs ont tous pour cadre le lieu où je suis né. Et il se situe donc entre la 2e et 3e année. Ce sont la plupart du temps de courtes scènes, mais très bien conservées et pourvues de tous les détails de la perception sensible, s'opposant par là tout à fait aux images mnésiques de mes années de maturité, auxquelles l'élément visuel fait complètement défaut. Autrement dit, ce qui est frappant dans ces souvenirs, c'est l'élément visuel. L'émergence, c'est moi qui interprète, l'émergence dans le champ de la réalité. C'est moi qui interprète cet élément visuel. À partir de la 3e année, les souvenirs se font plus rares et moins nets. Il se présente des lacunes qui doivent couvrir, etc., etc. Bien, je passe ici un paragraphe pour poursuivre avec le trait suivant. De la naissance d'une sœur qui est plus jeune que moi de 2 ans et demi, je ne sais rien. Ah, je ne sais rien. Le départ, virgule, la vue du chemin de fer, Eisenbahn, le long voyage en voiture qui précéda, n'ont laissé aucune trace dans ma mémoire. J'ai en revanche noté 2 petits événements survenus durant le voyage en chemin de fer. Comme vous vous en souvenez, ceux-ci sont apparus dans l'analyse de ma phobie. Autrement dit, en 1899, Freud il en est, et à propos de ce fantasme qui date de son enfance, à faire l'analyse de sa folie. Ce qui pourtant a dû faire sur moi le plus d'impression, c'est une blessure au visage. Bon, je vous passe des digressions sur le terme allemand. Bon, je vous passe cette digression. En tout cas, une blessure au visage qui me fit perdre beaucoup de sang et pour laquelle je fus recousu par le chirurgien. Je peux aujourd'hui encore tâter la cicatrice qui témoigne de cet accident
mais je n'ai connaissance d'aucun souvenir qui signale directement ou indirectement cette expérience vécue. Peut-être d'ailleurs n'avais-je pas encore 2 ans à ce moment-là. Bien. Mais il en vient à un 3e groupe de souvenirs et qui concerne, je dirais, qui concerne quoi? Bon, en tout cas, ce qu'il rassemble, je dirais, avec ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la façon d'avoir quitté son lieu de naissance, la naissance de sa sœur dont il ne se souvient pas, l'accident en chemin de fer et la cicatrice qui suit. Mais il y a un autre matériel, une longue scène et plusieurs petites images avec lequel je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. La scène me paraît assez indifférente et sa fixation incompréhensible. Permettez-moi de vous la dépeindre. Je vois une prairie carrée, 4 coins, une prairie carrée, un peu en pente, verte et herbue. Dans ce vert, beaucoup de fleurs jaunes, de toute évidence du pissenlit commun. Alors vous verrez qu'en allemand, pissenlit s'appelle, comme d'ailleurs, si je me souviens bien en anglais, Löwenzahn. Löwenzahn, c'est-à-dire, mais je crois que c'est également traduit éventuellement de la sorte en français, Löwenzahn, dents de lion. Ah, il y a dans ce carré vert et herbu, il y a donc beaucoup de fleurs jaunes qui sont des Löwenzahn. Ah, ça, Löwenzahn. De toute évidence, du pissenlit commun. En prenant le risque d'anticiper sur la suite, mais qui est absolument inévitable, je vous ferai remarquer que aussi bien le terme de lion que le terme de Zahn, de dent, autrement dit de morsure, eh bien, et le caractère jaune de la fleur sont des traits qui inévitablement, je dirais spontanément, nous ramènent, je dirais, au judaïsme. Il y a bien sûr ce qui est connu, le lion de Juda, et puis cette couleur jaune dont vous savez, je me suis rafraîchi la mémoire avant de vous parler parce que j'ai toujours tendance à l'oublier, que ce fut à l'époque médiévale la couleur dénoncée comme étant celle de Judas, propre à Judas. En tout cas, voilà dans cette prairie de nombreuses fleurs jaunes, des Löwenzahn. En haut de la prairie, il y a donc 4 coins carrés, mais il y a aussi la prairie est en pente, et puis il y a un haut et un bas, parce que en haut de la prairie, une maison paysanne. Debout devant la porte, 2 femmes bavardes avec animation. En allemand, je vous épargne le terme, on va dire elle papote, quoi. La paysanne est coiffée d'un foulard et l'autre est une nourrice. Nourrice en allemand, c'est Kinderfrau. Kinderfrau, enfant-femme. La paysanne
coiffée d'un foulard et une nourrice. Sur la prairie, donc il y en a deux là-haut. Sur la prairie jouent trois enfants. Je suis l'un d'eux, âgé de 2 à 3 ans. Les deux autres sont mon cousin, qui a 1 an de plus que moi, et sa sœur, ma cousine, qui a presque exactement mon âge. Alors, à cet endroit-là, je suis obligé de glisser une incidence. J'aimerais bien, si Patrick a là-dessus quelques souvenirs, je dirais plus précis. Si je crois bien me souvenir, je ne suis pas allé le rechercher, mais si j'en ai bien le souvenir, Freud était dans la situation paradoxale d'être, quoique plus jeune, l'oncle des enfants nés d'un frère aîné, frère né d'un premier lit de son père. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Vous avez raison, Charles. Enfin, dans mon C'est souvenir, qui dit ça? Patrick Guillaumard. Ah, merci Patrick, parce que je vous vois immobile, j'ai une image fixe. Mais merci Patrick de me le signaler, enfin de me le confirmer. C'est important car on voit bien comment le problème que cela peut poser pour ce que sont les spéculations sur la suite des générations, le fait d'être, quoique le cadet, l'oncle, je dirais, d'un enfant né d'un demi-frère. C'est donc d'un demi-frère. Mais c'est intéressant aussi, il n'en dit rien là dans ce texte. Hein, il passe dessus, il escamote. Bien. Alors, il y a donc, nous cueillons les fleurs jaunes et tenons chacun à la main un certain nombre de fleurs déjà cueillies. C'est la petite fille qui a le plus joli bouquet. Ah ah ah. Tiens donc. Mais nous, les garçons, Bubble, hein, nous les petits gars là, nous lui tombons dessus comme un accord et lui arrachons ses fleurs. Hein. Et voilà. Tout en pleurs, elle remonte la prairie en courant et pour la consoler, la paysanne lui donne un gros morceau de pain noir, Schwarzbrot, pain noir. À peine avons-nous vu cela que nous jetons nos fleurs et nous précipitons nous aussi vers la maison, nous réclamons du pain à notre tour, nous en obtenons également. La paysanne coupe la miche avec un grand couteau. Eh bien, vous verrez que la miche de pain, en allemand, ça se dit tout simplement Leib. Leib est écrit avec un A, alors que le corps, Leib, s'écrit avec un E. Et la paysanne est là, elle coupe donc la miche avec un grand couteau. Le goût de ce pain, dans mon souvenir, est absolument délicieux et là-dessus, la scène prend fin. Je ne vais pas, bien entendu, vous faire occuper notre soirée avec la lecture de l'ensemble de ce texte que je ne saurais trop vous inciter à étudier et à lire vous-même pour voir de quelle façon l'inconscient freudien diffère essentiellement de celui de Lacan. Mais en tout cas, vous verrez dans les développements donnés les associations qui sont
sensationnels et qui sont donnés à ce texte, y compris d'ailleurs avec un point qui mériterait de nous intriguer et qui concerne la distribution des couleurs. Car il y a le vert, il y a le jaune, il y a le brun, il y a le noir, et il y a également un jaune qui est plus bruni en quelque sorte, et pas à propos de n'importe quoi, mais de ce qui est la robe d'une jeune fille. Et donc, l'intervention, je dirais, cette distribution de couleurs, comme précisément nous savons qu'elles interviennent dans tous les rêves. Ici, il ne s'agit pas d'un rêve, mais donc d'un souvenir dans tous les rêves érotiques. Bon. Ce qui m'intéresse et que je vais me contenter ce soir, je dirais, de mettre en attente pour une suite dans laquelle, je dirais, j'investis ce que Patrick voudra bien lui-même en dire. Eh bien, en tout cas, j'anticipe sur ce que sera votre propre conclusion pour dire qu'il s'agit évidemment de la terre promise, où chacun de nous remarque que la défloration rendue possible de la fille est fondée non pas sur le rapport à quelque père, mais sur, je dirais, le support narcissique que deux petits gaillards trouvent, je dirais, dans leur association, dans leur confrontation. La présence dans ces deux femmes, dans ces deux paysannes, enfin non, l'une paysanne et l'autre nourrice, la présence, je dirais, des deux femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la vie de Freud, c'est-à-dire sa nourrice, effectivement, dont vous savez qu'elle fut catholique, qu'elle le conduisit à la messe, qu'elle l'introduisit, alors que justement il avait moins de 3 ans, je dirais, au récit proprement chrétien, et qu'à l'évidence, il s'agit donc, je dirais, de cette évocation d'une terre natale, Heimat d'ailleurs, ce sera le terme allemand qui définira ce pré, enfin, la maison située dans ce pré, Heimat, c'est le Heimlich de naissance, et où les besoins de la vie, et le terme allemand figure dans le texte, je vous l'épargne, et où les besoins de la vie se trouvent pleinement satisfaits, aussi bien concernant la faim que la pratique de la défloration, à moins que, bien sûr, comme ils le font dans ce souvenir, ils y renoncent, c'est-à-dire jettent finalement, renoncent à ce qui les avait d'abord captivés. Je termine pour écouter Patrick s'il veut bien intervenir sur le fait que dans la suite de ce texte et ce qu'il développe, on voit de quelle façon
la famille a dû quitter ce lieu de naissance, qui s'appelait donc Freiberg. Et vous savez comment le Berg, la montagne, a pu jouer un rôle plutôt obsédant dans la vie de Freud, non seulement avec la Berggasse, mais aussi le fait que passer ses vacances à aller crapahuter dans les montagnes et que sa dernière considération, je dirais, sur l'altitude est celle qui concerne le fait d'être grimpé sur l'acropole, mais je laisse ça. Mais si ce n'est que s'il a fallu quitter ce paradis natal du fait de la faillite de son père, faillite financière, et donc pour se rendre à Vienne, le père n'a pas manqué par la suite de prodiguer à son fils de bons conseils, et en particulier de partir en Angleterre, qui était une terre beaucoup plus, je dirais, libérale que l'Autriche à l'endroit des Juifs, qui, avec des Israélites, leur donnait, je dirais, une place honorable et reconnue. Et donc, d'aller épouser cette fameuse cette petite cousine et s'inscrire et former une nouvelle famille qui, dès le départ, eût été bien plus fortunée et satisfaisante que celle que ce malheureux failli de père pouvait offrir à ses enfants. Autrement dit, si l'on devait quitter cette terre promise et si heureuse à cause de la faillite du père, néanmoins, ce sont ses bons conseils, ceux que Sigmund n'a pas suivis, ce sont ses bons conseils qui lui auraient permis d'avoir une existence, c'est le terme de combler, en tout cas, une existence qui ne serait pas marquée par la privation. Et comme on sait, ce n'est pas le parti auquel Freud se résolut, mais l'essentiel, c'est bien là-dessus que je m'ai arrêté, c'est pour montrer que le message qui, pour Freud, vient de l'autre, pour lui, le message de ça, est bien animé par une instance paternelle, aussi bien dans ce qui est sa défaillance que, je dirais, le savoir dont elle fait état pour pouvoir mener une existence qui ne manque de rien. Et un dernier mot encore. Il est bien évident que dans la religion hébraïque, l'insigne qui témoigne de la fidélité et du respect que le fils a retenu de ce qu'il doit à son père, c'est un signe. Et contrairement à ce qui était la culture ambiante, et en particulier bien sûr romaine, n'est pas spécifiquement le phallus. Être viril dans la religion juive, ce n'est pas spécifiquement, je dirais, porter le signe extérieur du phallicisme,
Mais c'est en revanche avoir l'accès à ce qui sera complètement original parmi l'ensemble des cultes qui sont ceux de la région, avoir accès à son savoir, c'est-à-dire justement être capable d'exercer une lecture correcte du texte qui lui est attribué, herméneutique qui, comme on le sait, viendra occuper toute une vie, afin, une fois que l'on est parvenu au sens juste, exact de ce qui l'enseigne, on puisse réaliser cette opération. Et là, je me permettrai cet emprunt lacanien qui fasse que entre S1 et S2, il y ait communion parfaite. On ne peut pas dire que dans la religion, la femme n'existe pas. On ne peut pas le dire parce que elle est éminemment présente, certes au titre de la femelle. Autrement dit, de celle qui se caractérise par sa faculté de production et de reproduction. Mais elle existe comme une. Et peut-être même dans cette religion, est-elle plus idéale que son époux. C'est-à-dire que la question que l'on pourra ouvrir est de savoir si le S1, ce n'est pas de son côté, c'est-à-dire du côté justement de l'inconscient, du côté de l'autre, qu'il se trouve. Mais si je conclus donc sur cette remarque beaucoup trop rapide et qu'il faut développer, c'est-à-dire que le fantasme de l'interprétation en tant qu'elle donne accès à ce qui serait le langage, l'adresse jusqu'ici cachée de l'instance animatrice de l'autre, cette interprétation suppose elle-même, évidemment, que cet autre est le dépositaire du savoir qu'il importe aux fidèles de rejoindre. Et c'est bien tout bêtement et tout banalement ce que les orthodoxes, à quoi ils emploient, je dirais, leur existence, pendant que la femme est en train de bosser, leur existence pour pouvoir être au plus près possible, tout en n'y arrivant jamais complètement, sauf à devenir un peu dingue, ce qui n'est pas, je dirais, évidemment épargné, le plus proche possible du savoir divin. Ceci donc, vous voyez, quelle a été dans ce parcours mon ambition et ma difficulté, c'est-à-dire en 1 heure, essayer de faire un parcours sur lequel je serai amené à revenir. Ça dépendra pour partie
de ce que vous-même contribuerez ou discutez, etc. Mais vous pouvez voir combien que l'inconscient lacanien ne suppose aucun refoulement. Je veux dire, si le prix de l'inconscient freudien est celui du refoulement du désir sexuel pour que la sexualité ne soit plus qu'au service de Dieu, c'est-à-dire de la procréation, l'inconscient lacanien se dispense de tout refoulement en tant qu'infondé, puisque ce qui fait vivre le désir, c'est-à-dire le manque dans l'autre, est lié à une opération physiologique, mécanique propre au fonctionnement du langage. Et je dirais que cette remarque que je fais là me semble parfaitement coïncider avec le fait qu'avec toutes les enquêtes que j'ai pu tenter auprès de mes camarades, je n'ai jamais entendu la moindre indication d'une interprétation de Lacan et qui, elle, aurait justement forcément été en faveur de l'attribution à un savoir spécifique de l'autre et donc à la bienveillance de l'instance qui voulait bien éclairer la créature sur ce qu'avait à être son comportement. Voilà. Je crois que j'ai été aussi rapide qu'audacieux. Et si Patrick veut bien à cet endroit-là intervenir, si je ne l'embarrasse pas, je dirais, par cette proposition, je suis évidemment tout à fait intéressé et reconnaissant à l'avance. Bon, merci Charles, vous m'embarrassez tout à fait, hein. Aucun doute là-dessus. Mais enfin, je suis un peu là pour ça aussi. Bon, la première chose que je remarque, c'est que au fond, dans la façon dont nous engageons, si vous me permettez, vous et moi, ce séminaire, qui n'est ni planifié ni préparé par quelque chose qui serait un dialogue organisé entre nous, hein. Quand le projet, comment vous m'avez communiqué le projet, il était bien clair que nous n'avions même pas besoin d'être d'accord, hein. C'est absolument pas le sujet. Mais dans ce projet, nous avons commencé l'un et l'autre par la question de l'inconscient, hein, au fond. Alors, inconscient freudien, inconscient lacanien, moi-même dans le séminaire précédent, ça m'emmenait dans une autre direction, mais il y a des recoupements. Je suis parti voilà, d'une position de Lacan disant qu'on ne s'était pas assez penché sur la question de l'inconscient. Donc, ça me semble non seulement une bonne entrée, mais voilà, quelque chose qu'il faut tenir. D'ailleurs, l'article majeur de Lacan sur l'inconscient s'appelle justement position de l'inconscient. Ce n'est pas un article qui s'appelle qu'est-ce que l'inconscient ou l'inconscient tout court.
mais position de l'inconscient, comme si c'était plus aisé ou plus important, je ne sais pas, pour Lacan de poser justement à la bonne place ou dans le bon lieu, hein, comme vous en parlez, la question même de l'inconscient. En somme, comme si on ne pouvait de toute façon saisir l'inconscient qu'à partir du moment où on l'a posé là où il fallait. Je serai le dernier à dire que c'est quelque chose de simple, mais enfin, c'est de là que part Lacan. Dans ma mémoire, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? En tout cas, j'en retiens de mémoire, hein, je me trompe peut-être, deux éléments majeurs qui sont pertinents dans notre propos. D'une part, c'est que l'inconscient est le sujet et entre le sujet et l'autre, coupure en acte. C'est-à-dire que la question de la conscience s'aborde à partir du moment où, tout en reconnaissant l'autre, grand autre, on reconnaît une coupure par rapport à cet autre, et où cette coupure, on en fait alors quelque chose qui est la définition du sujet. Autrement dit, le lien entre l'inconscient et le sujet, pas très facile à définir, mais on peut le définir à partir du moment où c'est difficile d'appréhender un rêve sans se demander qui parle à qui, quel est le sujet de tout ça, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y en a un seul, et donc introduire la question du sujet, surtout pour ne pas introduire la question de la subjectivité. On voit très bien que Lacan évite cette pente. En revanche, il tient fortement à la question du sujet. Tout ça, c'est à la fois clair et énigmatique. Je pense que c'est intéressant de le prendre sur une énigme. Est-ce qu'on peut aborder la question de l'inconscient sans la question de l'énigme? C'est l'énigme comme quelque chose à résoudre, hein, évidemment, sans qu'on sache très bien la question, etc. Mais alors c'est là où je ne sais pas très bien si je vous suivrai, mais enfin, supposez que j'ai bien compris votre propos, on pourrait dire que la sphinge que rencontre Oedipe, elle n'a absolument rien à dire à Oedipe. Sauf qu'à partir du moment où Oedipe se met en peine de lui répondre, ce qui va lui attirer un certain nombre de malheurs, il devient lui-même le sujet de l'énigme et il entre dans la question. C'est la réponse à l'énigme de la sphinge qui le fait rentrer dans la question. Donc il y a là quelque chose. Est-ce que mon commentaire, enfin c'est pas un commentaire, mais est-ce que mes réflexions vont dans le chemin de ce que vous avez posé, qui est qu'après tout, on peut très bien dire que l'inconscient, il n'a absolument rien à dire et à vous dire, et il ne s'adresse à personne, sauf que quand on lui répond, quand on essaye de l'interpréter, là, on rentre dedans et les choses un peu changent. C'est-à-dire la question de l'adresse s'introduit. Alors, c'est vraiment très intéressant de poser la question de l'inconscient lacanien que j'aurais du mal à poser d'une façon qui me satisfasse. Je ne dis pas qu'elle ne se pose pas, mais enfin, si on essaye d'aller un petit peu plus loin, c'est assez compliqué. En revanche, la question de la différence que vous faites entre l'inconscient freudien et l'inconscient lacanien, elle me semble en effet tout à fait féconde, pertinente et légitime et intéressante. Alors,
à partir de ça, bon, je ne peux pas suivre votre propos de ce soir, Charles, sans, au fond, aller plus loin, quoi, si je peux dire. Pas plus loin au sens de l'approfondir, mais sans faire résonner les questions qu'il pose. Bon. Le rêve de Freud, souvenir de couverture, Freud en fait une interprétation tout à fait freudienne, hein, évidemment. Hein. Et vous-même aussi, d'ailleurs. Hein, vous en faites une lecture qui correspond assez, me semble-t-il en tout cas, à ce que nous appelons l'inconscient freudien, c'est-à-dire justement dans la lecture que vous faites, par exemple, du jaune, des fleurs jaunes, de la question du judaïsme et de son développement chez Freud, du rapport à la dette, à la filiation, au lien au père, questions dont on ne peut pas dire qu'elles sont à l'origine de la psychanalyse. Mais Freud n'a pas pu fonder la psychanalyse sans reprendre ces questions. Au fond, peut-être que ce rêve annonce, mais c'est un peu rhétorique, hein, la découverte de la psychanalyse rétroactivement, évidemment, mais rien n'interdit de le dire. Bon. À partir de ça, je trouve que la question se complique parce que difficile d'éviter que l'inconscient soit le dépositaire d'un savoir, puisque c'est Lacan lui-même qui parle de savoir inconscient. On pourrait dire qu'il définit l'inconscient comme savoir, ce qui ne supprime pas la question de savoir justement qu'est-ce que c'est l'inconscient. Peut-être pas ce qu'on s'imagine qui c'est, mais c'est difficile de l'entendre, de le poser, et peut-être même d'y croire, sans lui poser un savoir. D'ailleurs, c'est une question très classique, en tout cas dans le registre lacanien. Alors, qu'est-ce que c'est l'inconscient et quel est son lien pour accéder à ce savoir qui n'est rien d'autre que la matrice des rêves. Ce qu'on suppose comme savoir à l'inconscient, c'est ce qu'on lui suppose pour qu'il produise, à travers un certain nombre d'opérations, ces rêves que nous interprétons. Alors, est-ce qu'on peut faire l'économie, mais plus que ça, un écart par rapport à la question du transfert? C'est une question que vous proposez, j'y souscris entièrement, mais cliniquement, en tout cas, c'est assez difficile. Enfin, moi, je trouverais que c'est assez difficile de séparer trop l'inconscient du transfert sans justement trop faire de l'inconscient un savoir, puisqu'après tout, il y a là quelque chose à quoi nous n'avons accès que dans et par un transfert, et nous le savons bien comme analystes, puisque ce que nous appelons rêves de transfert, ce ne sont pas simplement des rêves où nous nous imaginons à tort ou à raison que le patient rêve de nous ou transfère sur nous, ce sont des rêves faits pour nous. Le rêve qu'un patient fait la veille de sa séance, on peut dire qu'en un sens, c'est un rêve de transfert, c'est-à-dire c'est un rêve qui est fait pour être raconté dans la séance. Et que ce rêve contient, alors quoi, des signifiants, bien sûr, un message qu'il nous importe évidemment d'entendre. Bon. Alors, est-ce que je vais, enfin, sans doute trop loin, mais je continue quand même un peu.
est-ce que nous pouvons réduire l'inconscient, enfin, jusqu'où pouvons-nous dire que l'inconscient est un texte? Voilà. Un texte, je vous suis sur les développements que vous avez faits. Bon, un texte, c'est une chose étrange, hein, mais on lit un livre, mais en fait, c'est le livre qui nous lit. C'est comme ça que ça se renverse et c'est comme ça que ça se passe. Nous lisons Lacan, mais automatiquement, c'est Lacan qui nous lit. Et nous posons Lacan comme notre propre lecteur. C'est la même chose qui se passait au séminaire quand on était sur le divan de Lacan. Comme Lacan ne disait pas grand-chose, comme vous l'avez rappelé vous-même, on avait du mal à ne pas croire que telle ou telle parole du séminaire s'adressait à nous. Et qu'on y trouvait là une réponse, un dialogue, un élément, un accusé de réception ou une prolongation de quelque chose qui avait pu être effectivement être dit voilà, dans la séance. Bon. Alors, est-ce que l'inconscient est un texte? Bon, oui, enfin, on peut toujours dire ça, mais c'est un texte qui ne devient texte qu'à partir du moment où on le lit ou bien où on est lu par lui. Je dirais l'un et l'autre. Le lire, c'est pas forcément l'interpréter, évidemment. Et ça ne suppose pas forcément qu'on y cherche le sens dernier ou le sens ultime. Là-dessus, Lacan, bon, il est plutôt dans l'équivoque, l'équivoque étant en fait la condition d'une lecture possible. Autrement, c'est la lecture qui change de sens. Sur ce point, je vais m'arrêter là. Au fond, votre communication de ce soir introduit une question que je ne sais pas exactement comment on peut introduire, mais qui me semble inévitable dans notre propos et dans notre séminaire, qui est la question de l'autre, bien sûr qui n'existe pas, et où quelque chose peut consister comme écrire, et puis la question de la parole. Voilà. La question, ça écrit ou ça parle? Quel est le statut de la parole dans ce champ? Et je pense que pour Lacan, beaucoup plus que pour Freud, il y a une thématisation de la question de la parole et que dans cette thématisation de la question de la parole se déploie, c'est pour ça que je dis que c'est une question délicate, le croisement du judaïsme et du christianisme, auquel Lacan ne manque en aucune façon de se référer, tout à fait explicitement, pour peu qu'on veuille bien y regarder. Et je crois que ce que nous appelons le symptôme de Lacan se déploie aussi dans ce champ et dans cette direction. Voilà, Charles. Pardonnez-moi ces réflexions un peu désordonnées, mais que je vous livre comme ça. Écoute, je vais tout dire. Je suis, je dirais, tout à fait en faute d'être allé beaucoup trop vite, de façon trop ramassée. Mais dans ce premier temps, je vais peut-être tenter et en m'aidant de ce que tu viens d'objecter, que je vais tenter de rendre plus lisible pour que chaque point, je dirais, puisse être non pas l'objet d'hésitation, mais considéré acquis comme tel.
Donc, si je fais mis comme ça dans une sorte d'embarras, que je dirais en t'invitant à partager le mien d'ailleurs. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'amitié en versant, le partage d'un embarras. C'est, comme tu le vois, la prétention de l'élève d'aller toucher aux fondamentaux, parce que c'était ça dont il est question, et avec ce qui est pour moi ce sentiment que la psychanalyse est restée sur ce malentendu concernant la fin de la cure, et où la relation au savoir de l'autre n'a pas été tranchée. Tu as très justement évoqué cette coupure entre avec l'autre, qui est celle dont subsiste le sujet, sinon que j'ai le sentiment que l'un des vœux du sujet, c'est précisément de pouvoir s'anéantir dans ce qui serait la fusion avec l'autre. Et donc le sentiment d'être directement possédé par le savoir de l'autre. Quoi qu'il en soit, si la façon dont j'ai pu là ce soir te rendre perplexe est en mesure de favoriser ce que tu voudras reprendre en janvier, poursuivre pour ta part en janvier, je ne regretterai pas ce qui est, je dirais, le risque que je prends, mon audace. Je ne le regretterai pas parce que je trouve que si la psychanalyse doit avoir un destin, c'est, me semble-t-il, dans l'éclaircissement de ces points-là. Là, quand il faut dire je suis freudien, il est freudien, mais il a résolu son transfert sur Freud. Et peut-être que c'est ce qu'il appelle finalement le mode de filiation qu'il envisage comme étant le sien, c'est-à-dire non pas la reprise, je dirais, la fidélité, l'appropriation du réel par un patronyme, par un nom, mais je dirais la reconnaissance que le réel, finalement, est fondamentalement et malgré la religion, un sans-nom. Malgré le confort que nous avons, bien sûr, à le nommer. Ce qui, je dirais, ce que je raconte, s'inspire beaucoup des étonnements qu'a pu provoquer la conduite de Lacan, que ce soit à l'occasion de détails, son refus en avion de boucler sa ceinture de sécurité et le fait qu'il faille que ce soit le capitaine qui sorte de sa cabine pour venir lui dire si vous ne bouclez pas votre ceinture, nous revenons au tarmac et vous débarquez. Ce genre de conneries, il faut bien appeler les choses par le nom, il faut être con pour faire les choses pareilles. Et non, c'était Lacan. C'était lui. Autrement dit, la sécurité, moi, je m'en fous, je fais ce que je veux avec la sécurité.
j'ai peur ou pas peur, ça ne me regarde pas, etc. Bon, il n'a rien dit de tout ça, il a bouclé ça là-dessus. De même qu'il a bouclé sa parole. Et puis, mais ce n'est évident. Ou bien, montant dans un taxi avec son petit coulet-brasse allumé aux lèvres, et le chauffeur lui disant on ne fume pas dans ma voiture, et Lacan ne répondant pas, disant vous me conduisez au 3 rue de Lille, et le chauffeur, je vous demande d'éteindre votre cigare, on ne fume pas dans ma voiture, et après, je vous demande de combien, ce qui s'est terminé par un coup de poing dans la figure qu'il a reçu, et les lunettes brisées, le sang qui coule, etc. Connerie, n'est-ce pas? Bon, Lacan sur le trottoir à minuit, en train de héler Judith au 3e étage, parce qu'il n'y voyait plus rien, il s'est monté pour faire soigner, etc. Connerie. Mais, lorsque Pierre Goldman est venu le braquer pour prendre la caisse, et où, au fond, Lacan aurait pu s'en débarrasser en lui filant la retraite de la journée. Le type avait un revolver. Et ce qui était gênant, c'est qu'il tremblait avec son revolver, ce qui n'est jamais bon signe. Enfin, du moins ce qu'on m'a dit, mais je n'ai jamais connu les preuves. Mais et Lacan, prenant le risque de lui parler, jusqu'au point où l'autre lui a filé un coup de tranchant de la main, qui était à quelques millimètres de le tuer. Il s'en est fallu de quelques millimètres à statuer après l'ORL pour que la pomme d'Adam ne soit brisée. C'est un coup très violent. Connerie. Mais en même temps, je perçois bien qu'il y a une autre dimension là-dedans. Le type qui ne cède pas à la menace. Comment te dire, bon, et il est évident aussi que ces désirs n'étaient pas traités par lui sur le mode du refoulement. Ça, c'était clair. Et là aussi, avec tous les risques que cela pouvait bon. Or, chez Lacan, tous ces comportements, tu les accumules. Tu peux tranquillement penser que ça relève beaucoup plus d'une analyse et d'une réflexion que d'une impulsion. Ça n'a rien à voir avec l'impulsion. C'est un choix de vie. C'est un mode de traiter le désir, le rapport à l'autorité, le rapport à la menace, etc., etc. Et que ce ne sont pas chez lui des traits, je dirais, des fioritures accessoires, mais que ça concerne, que c'est tissé avec son travail d'analyste sur lui-même et sur les patients auxquels il avait affaire. Ce que je veux donc dire, c'est que si le rapport au refoulement est complètement différent chez Freud et chez Lacan, si chez Lacan ça peut se conclure
ce qu'il faut bien dire, moi je sais que dans mon association, je le rappelle souvent, aborder le nœud à 3, le nœud broméen à 3, ça a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que personne n'était spontanément disposé à aborder une idée du fonctionnement psychique qui se passerait du rapport au nom du Père. Ça a été très difficile. Et peut-être qu'on n'en est plus là, mais ça ne nous a pas donné d'éclairage salvateur. Parce que justement, il n'y a pas d'éclairage salvateur. Hein? C'est que c'était un nouveau type d'embarras qui s'ouvre, un embarras d'un autre type. C'est-à-dire, tu es responsable. Tu es responsable. Tu crois toujours, tu as tous les alibis que tu te donnes, tu es responsable. Ah, c'est toi, mon Dieu, dont il s'agit, et ce qui t'arrive, c'est toi qui, etc. Donc, il me semble que si l'on sort de l'anecdote, on en vient tout de même à quelque chose. Moi, je crois que les Freudiens ont raison d'estimer que Lacan est un hérétique. Ils ont raison. Ils ont raison. Si ce n'est que Lacan dira, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai résolu le transfert sur Freud, que lui-même demandait, que lui-même recommandait. C'était la finalité de l'inclure. Et c'est en ça que je suis freudien. Et est-ce que c'est en vous maintenant dans le statut d'élève à perpétuité que, c'est-à-dire précisément comme celui qui, le sujet résultat de la coupure, il s'est tout simplement étouffé, on n'en parle plus, on n'a plus que, etc., etc. Donc tu vois, bon, je redis, c'est truisme, mais si ils sont l'occasion, je te demande pas, évidemment pas du tout, tu suis là ton chemin que nous essayons de tracer, tu suis ton chemin à ta façon, mais si, je dirais ça, je ne peux pas dire que ça va être des cailloux dans ta chaussure que je raconte, mais si ça a un effet stimulant, je suis sûr que j'y trouverai moi-même, comme déjà dans ce que tu as dit là ce soir, j'y trouverai tout à fait mon compte, mais j'essaierai, je dis bien, d'être évidemment, je suis permis des tas de choses ce soir pour ramasser l'enfant, mais je serai plus précis et je me prêterai, si tu le veux bien, à des discussions plus précises sur ces points qui, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as interrogé est essentiel. Par exemple, pour en donner un exemple, quand tu dis l'apport de l'inconscient, c'est le rêve. Bon. Alors, sur la colonne à côté, j'écris sur le tableau, l'inconscient, c'est le rêve, comme le rappelle Patrick, c'est le lapsus, c'est le l'esprit, c'est l'acte manqué, mais c'est plus que ça, c'est la vie quotidienne. La foutue vie quotidienne est entièrement réglée, comme du papier à musique, par
par l'inconscient, il ne veut faire rien d'autre que ce qui en est la manifestation et le produit. Et la question que justement, moi, je m'arrête là tout de suite, enfin, qui se soulève aussitôt, est-ce que ce que, par exemple, j'ai fait ce soir, est-ce que ça relève de l'inconscient ou est-ce que ça va contre l'inconscient qui n'est pas du tout dans la même disposition? Pas du tout. Et je pense que tu as peut-être été sensible au fait que je parlais avec beaucoup moins d'aisance et de facilité que je ne peux le faire ordinairement. C'était peut-être contre l'inconscient et avec en particulier ce qui devient douloureux quand il s'agit d'un inconscient freudien, c'est-à-dire avec qui il y a des tas d'attaches, des tas de liens, y compris au niveau du symptôme. Je veux dire que comment un certain nombre de circonstances originelles aboutissent finalement au même symptôme. Et est-ce qu'on ne comprend jamais quelqu'un que parce qu'on a les mêmes symptômes? Ouais, peut-être. Mais est-ce qu'on peut comprendre autre chose que ce qui est le partage du symptôme? Ou est-ce que c'est lui qui clôt les volets, fait qu'on est enfermé comme ça, et puis voilà. Bon, écoute, tu as envie là de dire quelque chose peut-être? Non, sinon te remercier et te dire que tous ces embarras sont extrêmement stimulants et que nous avons choisi de rester sur la ligne de crête et de l'apprendre. Nous allons essayer de continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Au mois prochain, donc. Entendu.